Je sais que tu m'entends. De l'autre côté, assis dans ton fauteuil, près de ton feu de cheminée, avec mon chat sur tes genoux, Richard Nixon. Tu te crois en sécurité, bien à l'abri dans ton fief d'androïde. Mais je vais venir moi aussi. Je vais venir hanter ta chambre. Je viendrai toquer à la porte de la maison de ton enfance s'il le faut. Et quand tu auras l'impression de parler à quelqu'un, ce sera moi. Toujours moi à côté de toi. Ça va durer longtemps. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Bonjour Julien. Julien Villa, tu es le responsable de la troupe qui est en résidence ici à Bergerac dans le cadre de trafic ou en prélude à trafic. Il va falloir que tu m'expliques un peu ça. Donc j'aimerais que tu me parles d'une part un peu de cette troupe qui s'appelle... Alors là, c'est moins une troupe que c'est un nom de compagnie qui s'appelle la Propagande Asiatique. Alors vraiment, il n'y a pas de raison à ça. Non, c'est le nom d'un groupe de musique que j'ai à la base. Et il a fallu monter une compagnie parce qu'on était avant avec la compagnie Vous êtes ici qui s'occupe du festival à Villeréal, qui est pas loin. Et que pour des raisons pratiques, on a dû monter une autre structure. Donc on a gardé le nom du groupe de musique qu'on a avec Vincent Haro, mon collaborateur qui joue dans la pièce, qui s'appelle la Propagande Asiatique. On trouvait ça rigolo de s'appeler comme ça, vraiment, il n'y a pas de raison. Et donc j'ai écrit, moi, un recueil de poésie, un recueil de contes, un recueil de dialogues, à partir duquel, avec cette troupe-là, qui sont surtout des amis avec qui on travaille depuis plusieurs années, on a improvisé autour d'un personnage que j'ai inventé d'après la vie et l'œuvre de Philippe Cadic, que nous appelons Philippe K. Et Philippe K est le premier volet d'une trilogie en cours qui s'appelle Des Don Quichotte. Et je décide de dresser 3 portraits de Don Quichotte, dont Philippe K est le premier volet, qui, à un moment donné, dans un moment T de la société dite du spectacle et capitaliste, se dressent et, dans leur bouffonnerie apparente, finiront par dire « Non, je ne suis pas ici, ici, ça n'existe pas ». Pourtant, ce que j'ai vu samedi au Château du Roc, donc je le dis tout de suite et on en a déjà parlé, j'ai vu 1h15 du spectacle, mais pour cause de froid, je n'ai pas vu la fin. Et tu m'as expliqué que tout menait vers la fin et que c'était une catastrophe. Donc j'espère que tu vas nous parler un peu de la fin. Et ce que j'ai vu, moi, c'est... alors, je ne connaissais pas Philippe Cadic. Et j'ai découvert ce personnage, je suis allée chercher des choses, j'ai vu que c'était un écorché, que c'était un type qui s'était un peu bousillé aux amphétamines, un type qui avait eu un traumatisme initial qui est la mort de sa jumelle à quelques semaines. Et il en est question dans votre spectacle et que cette espèce de double absent lui a pesé toute sa vie. J'ai vu un type qui a fini par trouver insupportable. Alors j'ai vu 2 choses qui nous intéressent, nous, à Canal Pourpre. C'est que d'une part, il y a un moment où il a arrêté de voter, au moment de la mort des assassinats de Kennedy, de King, etc. Et j'ai vu que dans son premier texte, qui était un texte très politique, il était pour le tirage au sort des dirigeants de la planète parce qu'il avait compris pas mal de choses à propos de la démocratie. Il y a un roman de Philippe Cadic où les dirigeants sont tirés au sort, mais à travers un combat à mort de mercenaires. Donc je ne suis pas sûr qu'il était pour le tirage au sort, en tout cas il l'a imaginé. Il l'a imaginé dans une sorte de monde où une vaste loi du plus fort règne et comme chez les loups, il faut venir allumer physiquement le chef en place pour prendre sa place suite à un tirage au sort, effectivement, dans un combat à mort, oui. Oui, il l'a imaginé. Oui. Mais ce personnage, alors qu'on voit dans ton spectacle, on voit que c'est quelqu'un qui souffre, qui entend des voix, enfin, il me semble, et qui est heureusement... Alors, le personnage de la mère, par exemple, que j'ai cherché un peu en vain, parce que je suis allée me renseigner,
je ne l'ai pas vu très présent dans sa vie. En revanche, j'ai vu beaucoup de nanas, des enfants, mais chaque fois, il se fait plaquer, des filles aux cheveux noirs. Et donc, ton Don Quichotte ou ton Philippe K, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert la figure de Philippe K. Dick parce que je ne suis pas un adepte de science-fiction à la base. Et ce qui m'a intéressé, c'est de le découvrir par le prisme de Emmanuel Carrère, dont tu me parlais, qui a écrit une fausse biographie qui s'appelle « Je suis vivant et vous êtes mort », où il mêle la vie de Philippe K. Dick avec ses œuvres. Et donc, il fictionne une biographie de Philippe K. Dick, ce qui d'ailleurs lui est pas pardonné aux États-Unis, alors que je pense moi que c'est un chef-d'œuvre. Et la figure de la mère, effectivement, ou la figure de sa première femme, qui est une espèce de blonde, un petit peu allemande, comme ça, qui le terrifiera, revient beaucoup dans ses romans comme une figure d'entité maléfique, tout ça. Selon Carrère, moi, mon désir, c'était moins de faire un parallèle psychanalytique, ce qui me gonfle quand même globalement assez. C'était plus, pour le dire très concrètement, c'est un personnage un petit peu comme on peut les retrouver chez Pirandello, quoi, qui se demande quel sens ont ces livres de science-fiction, et qui finit par se demander s'il n'est pas lui-même un de ces personnages de ces romans de science-fiction. Et ces êtres qui semblent plus ou moins réels autour de lui ne se révèlent qu'être des doubles de lui-même qui le hantent. Et puis on pourrait dire, c'est pas mon désir, mais s'il fallait le dire comme on pitch une série, cet homme croit être accompagné et il est seul. Et peut-être que la pièce n'est que les 10 dernières secondes de sa vie, cette espèce d'image qu'on a avant de mourir. Dans la pièce, en boîte noire, l'entrée publique se fait et Philippe K. est couché derrière son bureau mort. Et il se réveille et il commence à raconter un conte de science-fiction. Donc on pourrait dire que c'est peut-être les 10 dernières secondes de sa vie. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, la ruse du conte que tu as vu donc, se décolle à la fin. Il cherche cette fille aux cheveux noirs. Depuis, c'est le jour des élections, pour la seconde élection de Richard Nixon en 1972. Et depuis un an, il s'est fait cambrioler. Il s'est fait voler son manuscrit des androïdes rêvent-ils de moutons électriques, qui plus tard deviendra Blade Runner à Hollywood. Et il n'arrive pas à le réécrire, il ne se rappelle plus de la fin, il ne sait plus ce que devient le rôle de la jeune fille aux cheveux noirs, Rachel Rosen, le personnage de Blade Runner. Et il ne comprend pas pourquoi, mais sa mémoire s'effrite. Il ne se rappelle plus de ses romans, de ses nouvelles. Et au fur et à mesure de ce polar un petit peu à Berkeley dans les années 70, il va finalement être rattrapé par cette fille aux cheveux noirs, et c'est la fin. Les personnages vont sortir, et la fille aux cheveux noirs va venir et va lui jouer la fin qu'il avait oubliée. Et elle va mourir, parce que dans Blade Runner, cette fille est un robot, et elle a une obsolescence programmée. Et elle va faire un grand poème que nous, on trouve très beau, et c'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a monté cette pièce, c'était parce qu'on pouvait dire le poème du robot. Et elle va parler de son souvenir, parce que si moi je te dis, tu crois avoir l'âge que tu as, mais en réalité tu es un robot, tu n'as que 4 ans, tous tes souvenirs ont été implantés, et que tu pleures, et que tu es triste de ça, mais que moi je te tue parce que je suis un être humain et que tu n'es qu'un robot. Et dans le livre, il tue des robots parce qu'il rêve de s'acheter un vrai mouton. Parce que dans le monde où il vit, il n'y a plus d'animaux véritables, et il n'y a qu'un mouton électrique. Et ce livre a été écrit par Philippe K. Dick quand il a entendu le témoignage d'Hannah Arendt sur le procès d'Eichmann, qui disait, qui a fait scandale à l'époque. Hannah Arendt a dit « Vous voulez faire de Eichmann un monstre alors qu'il n'est qu'un homme de son temps. » Et que s'il avait fallu qu'il fasse l'inverse d'un holocauste, il aurait suivi le protocole avec la même rigueur. Et ça avait fait scandale dans les instances intellectuelles de l'époque. Et Philippe K. Dick a vu ça, et lui, il s'est dit, et merde, et si les hommes chassaient les androïdes, et que les androïdes étaient plus humains que les hommes. Et là, c'est là où Philippe K. Dick nous a intéressés. Pour nous, c'est un Don Quichotte. C'est qu'au lieu de te sortir une phrase de Marx ou de Guy Debord, il va inventer une fiction de SF et le prendre au premier degré. Et pour nous, c'est un raconteur d'histoire. Et la dynamique de Don Quichotte, c'est qu'il vit dans un monde où son apparence même fait que c'est plié, on sait qu'il va perdre, mais pourtant, son existence même représente le seul espoir possible. C'est pour ça que moi, je m'intéresse plus à la société capitaliste, et que cette fille aux cheveux noirs, pour moi, c'est cet homme qui vit dans un monde cerné d'images. Et l'image, c'est l'inverse du reflet. Si je te prends en photo, c'est ton image à l'endroit. Si tu te vois dans un reflet, c'est ton image à l'envers. Et du coup, il cherche cette fille aux cheveux noirs parce qu'il n'a plus de reflet. Il est entouré d'écrans, donc il ne sait plus s'il est l'ombre ou le corps.
et là je reviens à la décréation, ça nous intéresse de le mettre dans des espaces déréalisés. C'est-à-dire que là, dans cette base militaire abandonnée, cet homme qui dit « je vis au milieu de la Californie et je soupçonne qu'on me cache quelque chose », vous voyez, avec cette ère post-apocalyptique, le Covid, le réchauffement climatique, l'Amérique de Trump, on n'a plus rien à faire, les choses résonnent pour nous. Et on était venu le jouer il y a 1 an au Festival Trafic le 19 novembre dernier, chez Henri, à l'espace François Mitterrand. Et avec Henri, on a pensé que ça serait très beau de le décréer, maintenant qu'on l'avait joué en boîte noire, et de venir l'exploser dans des lieux in situ. Parce qu'on pense que dans le théâtre actuellement, les gens mettent des centaines de milliers d'euros pour faire des grosses scénographies qui tournent à l'identique dans toutes les villes. Et nous, on pense qu'il suffit d'aller au Château du Roc et faire un spectacle singulier pour les Bergeracois, et qui serait différent si on allait jouer à Tours dans une base sous-marine. Et ça nous permet aussi de confronter le vrai sens du texte et nous de continuer à travailler. C'est vrai que c'était... Il y avait une très belle lumière samedi dernier, et puis cette espèce de vallon du bout duquel Philippe K débarque avec sa grande robe et ses visions, c'était super, super. Trop dommage qu'il ait fait froid. Il a fait encore plus froid le soir et c'était encore plus beau. Alors bon, ça on le dit, il faut venir avec des couvertures, mais le soir c'est encore plus beau, il faut être un peu courageux là même. Comment vous éclairez le soir? Avec des lumières. Ouais, on a Joël, un ami qui est là, et on a Fred qui travaille à la Gare Mondiale, qui sont super, et qui travaillent avec nous pour éclairer, mais le but n'est pas de faire une création lumière, mais ils travaillent eux aussi. Eh bien écoute, merci beaucoup, je pense que tu es pressé parce que vous travaillez encore pour la nouvelle... Le dernier spectacle à l'Escat, où il faut que tout le monde vienne. Moi, vraiment, si on arrive à monter avant, j'espère que les gens le verront. Et puis, moi, ça m'a donné envie de connaître ce type qui, finalement, s'en est sorti juste la première fois qu'il est venu en France. J'ai lu qu'il était allé à un truc de science-fiction à Metz, et qu'enfin, à partir de ce moment-là, sachant qu'il est mort en 82. Alors, il a eu un prix pour son roman Le Maître du Haut-Château, qui a été le prix Victor Hugo, qui était vraiment l'équivalent des Oscars dans la littérature de science-fiction. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a eu un petit succès juste à la fin de sa vie, et il a été racheté par Hollywood. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, et il est mort la veille de la sortie de Blade Runner au cinéma. Mais il a vu les rushs. Il a vu les rushs, oui. Il a vu les rushs, et entre Blade Runner et les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, autant vous dire que Ridley Scott est un porc, hein, clairement. Donc il faut arrêter cette espèce de nostalgie dickienne hollywoodienne qui n'est qu'un amputage de sa poésie. Et lui, il a dit, le décor est très beau et les acteurs très connus. Moi, j'aimerais qu'on me dise en quoi c'est un bon retour. Il a refusé plusieurs millions de dollars pour que le roman ne sorte pas dans la version scénario. Donc je pense quand même qu'il était heureux parce qu'il voulait du succès, hein. Qu'on soit clair. Ouais. Il venait de l'époque de Jack Kerouac, Burroughs, et c'était un gros ringard, quoi, qui écrivait de la science-fiction, c'était pas à la mode, c'est pour les ados attardés. Donc lui, qu'il ait cette consécration-là, je crois que oui, ça comptait pour lui. Mais il est mort la veille. Pas de chance. Oh, c'est beau, c'est beau. Merci beaucoup, Julien. Je viens d'une oasis électrique où les filles mettent des fleurs dans leurs cheveux. Ma voiture tourne en rond sur un sofa suspendu au centre d'un cyclone. La terre bouge comme une baleine qui respire.